production Binge Audio, évidemment. Salut chers auditeurs, c'est Camille Test. En avril 2025, Elisabeth Borne, alors ministre de l'Éducation, affirmait sur un plateau télé qu'il serait judicieux que les gens commencent à réfléchir à un projet professionnel presque depuis la maternelle. Ces propos avaient déclenché de la colère, la mienne en tout cas. À quel moment notre rapport au travail a-t-il vrillé au point qu'on trouve normal de laisser le monde professionnel s'insinuer comme ça dans le temps le plus innocent de notre vie ? Une fois l'exaspération passée, je me suis demandé s'il n'y avait pas, dans le travail, d'autres éléments qu'on finissait par trouver logiques, souhaitables ou incontournables, alors qu'en fait, ils pourraient être complètement évitables. Par exemple, pourquoi trouvons-nous logique, au travail, de gommer nos aspérités, au point parfois d'adopter des manières de parler, de nous vêtir ou de nous coiffer, pour lesquelles nous n'opterions jamais en dehors du champ professionnel ? Pourquoi la seule manière de mener une carrière valorisante est encore aujourd'hui de rogner sur son temps en famille ou entre amis ? Quand a-t-on décrété qu'il était optimal de passer 5 jours sur 7 au travail, tout à fait normal de s'y rendre même quand nos menstruations nous torturent, ou que 3 jours de congé pour le décès d'un parent, comme c'est la loi en France, c'était suffisant ? Surtout, tous ces sacrifices en valent-ils vraiment la peine ? La réponse de mon invité du jour, c'est non. En tout cas, certainement pas pour les femmes. Alors comment le monde du travail nous maltraite-t-il et que faudrait-il faire pour dépasser la situation ? On en parle avec Lucille Quillet. Salut Lucille. Bonjour. Lucille, tu es journaliste, autrice, coach et conférencière. L'un de tes sujets de prédilection, c'est l'émancipation économique des femmes. Tu en as parlé dans plusieurs livres, en 2021 notamment, dans Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes aux éditions Les Liens qui libèrent. Et tu en parles encore dans Les méritantes, comment le monde du travail trahit les femmes, également paru aux éditions Les Liens qui libèrent en 2025. Tu commences ton livre en disant « C'est parti d'une croyance naïve, j'ai cru qu'il ne dépendait que de nous, que nous avions le choix, qu'en apprenant à réseauter, négocier, faire son autopromotion, on pouvait y arriver. » Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je crois que tu vois très bien ce que je veux dire. Tu rigoles. C'est le discours qu'on entend quand on parle d'égalité professionnelle. C'est le discours avec lequel moi je suis rentrée dans ce sujet il y a plus de 10 ans. Du coup, en étant journaliste et en voulant écrire sur le travail des femmes, le premier réflexe, c'est on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour rattraper les hommes ? Et comment est-ce qu'on va adopter des comportements qui vont ressembler à ceux des hommes ? Et qu'en fait, le modèle de référence, c'est celui d'un homme qui n'a pas de charge domestique ni parentale et qui est très disponible pour sa carrière, entre autres choses. Mais ce que je voulais dire, c'est que faire du coaching, c'est très bien. Et c'est une opportunité merveilleuse quand on a la chance d'en faire. Et je crois vraiment à la valeur du coaching, sinon je ne serais pas coach, a priori, voilà. Mais ça ne suffit pas. Et je trouve qu'il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle aujourd'hui, souvent quand on parle d'égalité professionnelle et qu'on parle de coaching, on a l'impression qu'il ne dépend que de nous et qu'avec les bons mantras, la bonne discipline et le coaching, tout va être résolu, alors que c'est faux. Et que c'est pas un problème de le dire, mais quand même de reconnaître les limites de l'exercice. Et qu'aujourd'hui, on a tendance à demander aux femmes de faire des efforts pour atteindre l'égalité et pas amener l'égalité aux femmes, et que c'est aux femmes de courir derrière un monde du travail qui est formaté par et pour les hommes, et derrière une grille de valeurs qui méprise le féminin. Oui, dans ton livre, ton constat, il est clair. Tu dis que le monde du travail n'aime pas les femmes. On va essayer de comprendre pourquoi et aussi d'entrevoir des solutions. C'est ce que j'aime bien, c'est que tu finis, on va le voir, sur plein de propositions concrètes. Et je pense que ça pourrait aider non seulement les femmes, mais en fait tout le monde. Parce que finalement, la critique que tu fais, et c'est pour ça que dans mon introduction, je parle pas des femmes en premier lieu, parce que je pense, et on en a déjà parlé dans Encore heureux, notamment quand on a reçu Céline Marty il y a 2 ans, que de toute façon, le monde du travail est catastrophique. Et donc, il y a des choses, il y a plein de choses, en fait, qu'on peut changer, quoi. Bien sûr. Et en fait, le repenser au prisme de l'égalité, c'est évidemment le repenser au bénéfice de toutes et tous. Donc, c'est pas un livre contre le travail, contre les entreprises, contre les hommes. C'est vraiment se dire, mais en fait, là, regardons un peu ce qu'on nous dit de faire, qu'est-ce que ça dit du monde de travail, et que même quand on essaie de se contorsionner et de correspondre à ces règles-là, on récolte pas. Donc, ça veut dire que le système, il est cassé. Enfin, il est cassé.
Est-ce qu'il a marché un jour? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas méritocratique, c'est pas neutre, surtout. Et qu'en fait, si on le réinvente, ça peut vraiment apporter plus de bien-être, plus de mérite aussi, plus de méritocratie. Et l'argument qui plaît beaucoup, plus de performance. Voilà. Ça, c'est le... Tu as utilisé l'expression contorsion et justement, c'est vraiment une des choses que tu montres, c'est que les femmes, pour survivre dans le monde du travail, elles se contorsionnent. Alors même que le monde du travail n'est pas fait pour elles. Tu peux nous donner des exemples de comment les femmes se contorsionnent? Elles se contorsionnent de plusieurs manières. Il y a à la fois intégrer le fait qu'il ne faut pas montrer qu'on est une femme. Donc ça veut dire montrer patte blanche et taire tout ce qui va marquer notre différence. Donc c'est évidemment la conciliation vie privée, vie pro qui pèse majoritairement sur leurs épaules, parce que même si les hommes ont des enfants dont ils sont censés s'occuper, ils ne le font pas forcément. Donc, pour citer 3 chiffres, 72% des tâches domestiques et parentales de base sont faites par les femmes. Les femmes vont 3 fois plus amener chercher leurs enfants à l'école que les hommes, enfin que les pères, et moins d'un père sur 2 garde seul son enfant 1 heure dans la semaine. Ouais, donc c'est 12 minutes par jour. Ouais, voilà, enfin, bon, allô, où sont-ils? Donc là, on voit que, évidemment, ça pèse majoritairement sur leurs épaules, mais ça, on est gentiment prié de ne pas en parler, parce que sinon, c'est tout le stigmate de « Ah bah tu vois, je croyais qu'elle était ambitieuse, mais en fait, elle fait des enfants, oh là là », parce que c'est encore vu comme une trahison de faire des enfants, alors que c'est quand même quelque chose d'assez commun et fréquent, y compris du côté des hommes, mais c'est pas du tout pénalisant pour eux de la même façon. Donc, c'est essayer d'être la Wonder Woman, donc une image que je déteste. La Wonder Woman, c'est dépolitiser le sujet, c'est demander aux femmes de tout faire toutes seules, à grand renfort de to-do list et de contorsion et d'organisation domino, et tu te dis mais en fait à la fin tu cries dans un coussin le soir et c'est burn-out. Voilà, ou comme tu le dis aux toilettes, au bureau, qui sont parfois le refuge. Ouais, voilà. Et alors ça, les toilettes, alors ça c'est un autre exemple de contorsion magnifique qu'on fait, c'est sur notre santé. Parce que quand même, il y a de bonnes chances qu'on connaisse toute une série d'événements. On les connaîtra peut-être pas tous, on les connaît pas tous en même temps, mais quand même, quand on est une femme, il y a de bonnes chances qu'on ait ses règles, qu'on ait des règles douloureuses, qu'on ait des urgences mammaires, gynécologiques. J'ai une boule au sein, je dois aller la faire checker, je prends le premier rendez-vous qui passe. Ça correspond pas aux horaires de travail, évidemment, parce que rien ne correspond aux horaires de travail de toute façon. Mais du coup, je vais poser un congé sans solde ou une RTT. Il y a potentiellement un premier trimestre de grossesse où je suis censée faire comme si de rien n'était, alors que c'est le moment où j'ai le plus besoin d'aménagement. Et la personne qui a dit que la grossesse n'était pas une maladie, c'était quelqu'un de très bienveillant, mais c'est quand même sacrément handicapant. Le premier trimestre de grossesse, t'as envie de vomir et t'as besoin de dormir 12 heures par jour, donc vraiment pas terrible. La suite de la grossesse, le postpartum, plus, je te parle même pas du parcours PMA, qui est hyper contraignant aussi au niveau du calendrier, et la ménopause. Et j'oublie sans doute plein de choses. Et pour tout ça, le meilleur endroit où vivre ça au travail, c'est les toilettes, où tu peux pleurer, vomir, dormir, t'aérer, te changer, voilà. Mais ça dit combien on a appris à prendre sur nous et à ne pas déranger, et de dire oui, mais si je dis que j'ai les règles, si je dis que je suis enceinte, si je dis que j'ai envie de vomir, on va me dire ah bah tu vois, voilà, les femmes au travail, c'est quand même compliqué, tu vois, au final, c'est quand même, voilà. Donc, oui, alors parce que si les hommes avaient des crampes menstruelles, il y aurait des salles pour vivre ces crampes menstruelles. Non, mais il y aurait des salles de repos avec des fauteuils de massage. Donc, on voit combien on a intégré, sans même y penser, que le modèle de référence, c'est celui d'un homme qui n'a pas ces problèmes de santé-là, enfin, c'est cette santé-là, qui n'a pas de charge domestique, entre autres choses, mais vraiment, je pense qu'on ne se rend pas compte, parce que on l'a tellement intégré, on l'a tellement normalisé qu'il fallait pas déranger, qu'il fallait montrer patte blanche. Et je pense qu'on ne se rend pas compte. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai écrit Les Méritantes, c'est de me dire, j'aimerais que les femmes le lisent, parce que je sais que c'est elles qui vont le lire, et se disent, mais en fait, tout ce que je considère être normal, en fait, c'est pas du tout normal. Et le nombre de questions qu'on se pose entre le moment où on se lève et le moment où on franchit le seuil du travail, et même après, parce que voilà. Mais de comment je m'habille, est-ce que ça va faire trop ci, trop ça, comment ça va être interprété, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, est-ce que je pointe du doigt la blague sexiste de Jean-Michel à la machine à café, ou est-ce que je le dis pas, parce que si je le dis, du coup, je vais passer pour la rabat-joie, non, je vais remettre sur mon propre front le stigmate femme différente, compliquée. En réunion, est-ce que je prends la parole, est-ce que je prends pas la parole, est-ce que je suis sûre de ce que je dis, est-ce que je vais avoir honte
de ce que je vais dire. Est-ce que je peux l'assumer? Est-ce que je suis assez parfaite pour m'avancer, quoi? Est-ce que je vais demander... Enfin, évidemment, les hommes se posent des questions, mais beaucoup moins. C'est-à-dire que nous, on a une charge mentale du fait d'être une femme qui ne correspond pas au modèle de référence. Et tout ça, on a vraiment appris à le taire et à se contorsionner dans tous les sens et à intégrer en fait des règles du jeu sexistes, des doubles standards entre hommes et femmes qui font que, en fait, pour essayer d'avancer dans sa carrière, il faut marcher sur un fil. Et c'est très très facile de perdre l'équilibre. Mais voilà, on considère que c'est normal puisque... Après tout, on a la chance de travailler et on n'est pas en Afghanistan, quoi. Ouais, tu dis les hommes se posent quand même des questions, mais pas celle-ci. Et d'ailleurs, j'ai l'impression aussi dans ton propos qu'ils se posent pas non plus trop la question de comment vont les femmes dans leur environnement. Oui. Tu cites notamment cet exemple, c'est anecdotique, mais c'est Claire Guémard, qui est l'ex-vice-présidente de General Electric International, qui raconte qu'un jour, elle a fini par craquer parce que ça fait plusieurs semaines qu'elle se fade des conversations sur le foot avec tous ses collègues masculins, parce qu'elle est à un niveau de carrière en fait, où il y a très très peu de femmes. Et en fait, personne ne s'est posé la question de si elle avait forcément envie d'entendre parler de la Coupe du Monde, quoi. Bien sûr. C'est ça. C'est en fait... Puis c'est cette atmosphère des conversations qui t'intéressent pas forcément, ou des blagues qui te font pas forcément rire, mais où tu fais ha 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 ha. Voilà, parce que sinon, tu passes pour la rabat-joie. Donc il y a aussi une forme de charge mentale à ne pas montrer son agacement, à ne pas montrer sa colère. Et ça, je trouve que c'est très épuisant quand on est toujours dans le contrôle de soi et la maîtrise de soi pour ne pas réagir aux choses qui nous indignent. En fait, comme il y a des choses qu'on a vraiment intégrées comme la norme, et puis il y a les choses qui nous indignent, on sait qu'il vaut mieux faire profil bas, et que du coup, il y a vraiment une maîtrise de soi à avoir quand on est une femme, et que, au final, elle leur dit quand même... Ça vous a pas traversé l'esprit 2 secondes de savoir si les endroits où on allait, ça me plaisait, si les conversations me plaisaient, si... Voilà. Après... Moi, j'ai envie de te dire que c'est très humain de ne pas être dans l'empathie. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas vraiment éduqué à ça. Et il y a plein d'autres dimensions d'inégalité où je pense on n'est pas forcément en empathie, où on ne se demande pas quelle est l'expérience de l'autre qui est différent de nous et tout. Donc, à la fois, je suis très critique et en même temps, je suis très, très optimiste et indulgente d'une certaine façon, c'est-à-dire que les hommes, un peu comme dans le couple hétéro, on m'a dit mais c'est hyper fatigant de devoir expliquer aux hommes tout ça, il y en a marre. Oui, bien sûr, mais en fait, nous, en tant que femmes, ça nous prend des décennies pour nous rendre compte des inégalités qu'on subit et qui sont largement en notre défaveur, y compris économiquement. Comment tu veux que eux, qui sont quand même moins éduqués à l'empathie aussi, ils aient spontanément, naturellement, cet effort de se dire « Ah tiens, comment c'est à leur place ?» Voilà. Et malheureusement, c'est aussi notre époque qui fait qu'on doit être dans une forme de charge pédagogique, d'expliquer. Et c'est pas grave. Je pense qu'on a tous besoin... d'avoir une charge pédagogique sur un sujet, en fait. Oui, et ton livre fait vraiment œuvre, pour le coup, de pédagogie, et c'est très bien expliqué, c'est très fluide. Et alors, je disais à des proches, en lisant ton livre, que j'avais l'impression d'être au courant de toutes les inégalités, que tu avais encore réussi à m'en mettre sous les yeux, et que ça m'avait encore plus énervée. Et notamment, tu dis une phrase qui est très vraie, tu dis « Les femmes au travail, elles passent un entretien d'embauche tous les jours, du matin au soir. » Quoi. Enfin, il y a un truc, en fait, on est sans arrêt en train de justifier d'être là. Tu dis aussi que, alors que l'école récompense les enfants sages et besogneux, et que du coup les petites filles performent plutôt bien à l'école, ensuite les règles du jeu changent, et donc c'est un peu l'arnaque, quoi, pour les filles qui en fait arrivent, qui sont premières de promo, qui réussissent hyper bien, et boum, elles arrivent dans le travail. Et en fait, tu dis les femmes sont de bonnes élèves, je les ai entendues trouver normal de bien travailler et anormal de le faire savoir, par exemple. Il y a plein de choses comme ça où elles sont humbles, elles sont et en fait elles se font avoir. Ça colle pas. Et en fait, le fait que pourquoi ça marche à l'école et ça marche pas dans le monde de l'entreprise. Et quand on est face à ce constat, on se dit pas, du coup, le monde de l'entreprise n'est pas méritocratique, ne récompense pas les meilleurs élèves, ne valorise pas l'humilité, enfin voilà. Et moi, je suis même partie de ces fameux syndromes qu'on critique beaucoup, et que je critique moi aussi en tant que coach, qui est le syndrome de l'impostrice et le syndrome de la bonne élève. Mais en fait, quand on y pense, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'impostrice ? C'est l'humilité aussi, de se dire est-ce que je suis assez compétente, est-ce que j'ai raison, est-ce que je suis vraiment légitime et tout. Alors évidemment,
Quand c'est trop poussé à l'extrême, c'est très freinant, c'est très désagréable et de se sentir imposteur, impostrice, c'est très désagréable. Donc voilà, tout est une question de mesure. Mais quand même, dans le fond, en fait, l'humilité et la capacité de se remettre en question, c'est pas des mauvaises choses. Au contraire, ça devrait être des bonnes qualités professionnelles. Et de la même façon, le syndrome de la bonne élève, qu'est-ce que c'est ? C'est vouloir bien faire son travail, être appliqué, avoir une bonne conscience et une bonne exigence professionnelle. Et quand on nous dit que ça, c'est pénalisant, on devrait avoir un espèce de gros red flag qui surgit en disant du coup, il y a un truc qui va pas du tout dans le monde du travail. Et c'est là où moi, je trouve ça intéressant de renverser la perspective et de se dire si ça marche à l'école et ça marche pas en entreprise, c'est que l'entreprise a des règles de réussite différentes. Quelles sont-elles ? Là, je déroule. Alors du coup, ça fait beaucoup de syndromes, mais c'est un peu pour prendre le contre-pied. J'ai imaginé des noms de bons syndromes, valorisants en entreprise. Donc, il y a le syndrome du piqué, donc c'est répondre à la culture du présentéisme, où on démontre son engagement, sa motivation, son investissement à son temps de présence, ce qui va évidemment favoriser les hommes, parce qu'ils ont beaucoup plus de temps, et c'est beaucoup plus accepté qu'ils passent ce temps-là à leur carrière et pas ailleurs. Il y a ce que j'appelle le syndrome du champion. Juste sur le syndrome du piqué, ce qui est fou, c'est que tu rappelles que c'est aussi très français, au sens où il y a plein de pays, dans les pays scandinaves, tu pars après 17h, c'est juste la preuve que tu es mal organisé dans ton travail. En France, c'est clairement pas le cas, quoi. Non, on est vraiment sur un truc... Et d'ailleurs, ça relie deux... Il y a le syndrome du piqué, le syndrome du courtisan. J'adore. Donc, pour réussir, il faut plaire à son chef. Et qu'en fait, on est un peu dans une forme de cour royale, de cour de courtisans, où du coup, il faut être proche, il faut se faire bien voir, et il faut être là. Il faut occuper l'espace, il faut être vu, il faut faire partie des événements, des afterwork, des séminaires, des réunions, rester tard, pour montrer que t'es dans la place, quoi. Et ça, évidemment, ça va défavoriser les femmes parce qu'elles n'ont pas autant de temps disponible, parce qu'elles ont des charges, notamment famille et domestique, parce que si elles n'ont pas envie de passer leur vie au travail, et c'est absolument légitime. Et puis, le syndrome du courtisan, donc plaire à son chef, c'est évidemment beaucoup plus évident quand tu lui ressembles, et que tu as fait les mêmes écoles, et que tu es sorti des mêmes circuits, et que tu as les mêmes centres d'intérêt, et voilà, et les mêmes loisirs, même. Donc, et le syndrome du champion, c'est le fait de devoir se mettre en avant, donc il suffit pas de bien travailler, mais il faut aussi le faire savoir. Donc, négocier son salaire, réseauter, se mettre en avant, se faire valoir, et pour ça, il faut aussi du temps et de la confiance en soi, ce qui est plus facile pour les hommes, parce que eux n'ont pas été éduqués dans l'idée que c'était les autres qui allaient déterminer leur valeur. Là où une femme qui se met la couronne toute seule sur la tête, pas bien. Enfin, vraiment, on n'est pas dans ce... On va trouver ça présomptueux, ou évidemment, une femme, sa vie a de la valeur quand elle récolte l'amour des autres, et c'est aux autres de décider s'ils la jugent bien ou pas. Mais ça fait partie des endroits de ta démonstration qui m'ont mise en colère, c'est que effectivement ce syndrome du champion, donc un peu le fait de s'hypervaloriser, c'est quelque chose qui fonctionne pour les hommes, mais quand les femmes se mettent à le faire, en fait, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette péronnelle qui se la raconte un peu trop, on va vite la remettre à sa place, donc en fait on ne peut pas faire ça. C'est là... Et encore plus quand on est multiminorisé par ailleurs, je veux dire, c'est encore plus énervant, on le voit très bien, je pense à la chanteuse Théodora par exemple, qui est une femme noire qui a le malheur de performer un peu trop, mais quel harcèlement elle se prend, quoi. Ouais, et moi j'ai même envie de citer Lisa Monet que j'aime beaucoup. Tu peux expliquer qui c'est peut-être pour les gens Lisa Monet, c'est une rappeuse qui a buzzé, c'était dans les début 2010, je pense, je sais pas, avec des chansons comme Yaourt aux fruits, Ave Maria, qui est très, très provocatrice, qui est dans l'hypersexualisation, mais tout en étant dans le contrôle de cette hypersexualisation. Et évidemment, c'est une femme noire, qui s'autoproduit, qui fait des choses toute seule, et tout le monde s'est foutu de sa gueule, en fait. C'était juste le buzz de « Ah, regarde ce clip de cette nana qui parle crûment de sexe, qui est dans des positions très, très, très sexuelles et tout », alors que, moi j'aime bien sa musique, mais voilà. Voilà, tout de suite, cette stigmatisation, et on l'a pas du tout considéré. Ça a été juste quelqu'un qu'on a déprécié, et pourtant, c'est une femme qui continue de faire de la musique, qui continue de faire des choses par ses propres moyens, mais qui n'est pas considérée. Donc évidemment que maintenant, on en parle plus aussi avec Aya Nakamura, mais moi j'ai une petite pensée pour Lisa Monet au passage. Tu montres d'ailleurs qu'une étude du BCG, du Boston Consulting Group, montre que en fait la maternité par exemple n'affecte pas l'ambition des femmes. Ce qui affecte l'ambition des femmes, c'est cette culture d'entreprise. C'est la culture d'entreprise. Et puis en fait, moi je vois quand même plein de femmes qui, une fois qu'elles ont un enfant, changent de poste. Alors,
il y a une stat qui est quand même qu'une femme sur 2 réduit ou arrête son activité à l'arrivée d'un enfant. Mais il y a aussi ce truc de changement de poste. Tu vois, de là, ça va plus être possible là où je suis. Et du coup, je vais faire autre chose. Alors, où je vais ailleurs, où je prends un emploi plus cool, un poste plus près de chez moi, ou je deviens auto-entrepreneuse et ça permet aussi de sauver la face parce que tu deviens CEO de toi-même, c'est génial. Et en même temps, tu peux aller chercher tes enfants à l'école et en même temps, tu gagnes beaucoup moins d'argent dans la plupart des cas. Mais du coup, on voit qu'il y a un peu une forme de fatalisme lié à la maternité. Et pourtant, moi, je dis c'est pas la maternité qui freine la carrière des femmes, c'est le sexisme du monde du travail qui discrimine les femmes qui deviennent mères, en fait. Et de renverser ça, et c'est vraiment ce que j'essaye dans ce livre, c'est de renverser un peu les idées reçues qu'on a sur l'égalité professionnelle. Comme quand on se dit, ah oui, mais qu'est-ce que la parentalité fait au travail et à la carrière ? Mais qu'est-ce que le travail fait à la parentalité aussi ? Sûr. Parce que quand tu es dans justement dans ce syndrome du piqué, dans cette culture du présentéisme où il faut être très présent au travail et que tu rentres chez toi à 19h30 et encore, je suis sympa si tu as des temps de transport plus ou moins longs et que tu as un enfant en bas âge qui se couche tôt, tu le vois quoi, une demi-heure par jour ? Qu'est-ce que ça fait à nos parentalités ? Qu'est-ce que ça fait à la paternité ? Cette culture du présentéisme, qu'est-ce que ça fait d'avoir 28 jours de congé paternité ? Quand même, c'est hyper limitant. Et il y a je trouve quelque chose qui est sous nos yeux, qui est du quotidien, et que même moi, j'ai interrogé tardivement, mais de se dire, mais en fait, entre nos horaires de travail et le calendrier scolaire, et les horaires de l'école, en maternelle primaire, 8h30, 16h30, pas école le mercredi, comment, logiquement, on fait. Et la logique, c'est de refourguer ses enfants à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est une femme qui, très souvent, n'est pas payée ou est très mal payée. Donc, le premier réflexe... et les grands-mères, quoi. Mais voilà, parce que le premier réflexe, on va dire, oui, mais du coup, comment on fait les garçons ? Il n'y a pas les grands-parents. Alors déjà, les grands-parents égale grand-mère. Les grands-mères, c'est 23 millions d'heures de garde d'enfants gratuite par semaine en France. Genre, c'est quand même... Enfin, bon, voilà. Donc, ce qui est hyper vicieux, quoi. C'est que le monde du travail il repose sur les femmes qui l'excluent. Parce que, passé 45 ans, les femmes, elles vont commencer à être exclues du monde du travail. On va les trouver fatiguées, périmées, mais visiblement, elles ne sont pas fatiguées pour aller garder les petits-enfants de leur fils. Tu vois, enfin, les enfants de leur fils. Donc, il y a quand même une grosse forme d'hypocrisie là-dessus. Mais donc, la logique, c'est ou les grands-parents, ou la nounou, ou le périscolaire. Alors déjà, il n'y a pas des offres de périscolaire partout. Parfois, le prix, même s'il peut sembler dérisoire à beaucoup de personnes, ça impacte quand même le fait d'y recourir ou pas. Et puis après, t'as juste pas forcément envie de mettre ton enfant au périscolaire non-stop et de le faire garder tout le temps. Et c'est ça aussi, je trouve que c'est... Moi, c'est quelque chose que j'ai pas mal entendu quand le prix à payer est sorti et qu'il y a eu des conversations. On m'a dit, du coup, pour pas perdre de l'argent à cause du couple et de la famille, faut vraiment s'accrocher à son travail et tenir bon, et pas passer à temps partiel, et pas faire d'ajustements. Et d'un côté, non, enfin, ce serait absurde de rogner sur ce qui fait sens. Si on a envie de passer plus de temps avec ses enfants et même de les voir grandir, tout ça pour pas perdre en cotisation retraite. Je veux dire, les gens ne font pas des choix pour ces calculs rationnels-là, non, du coup, les cotisations retraite, enfin, non, voilà. Et malheureusement, ce travail-là n'est pas reconnu, n'est pas valorisé, alors que ça profite non seulement aux hommes, mais à toute la société, quoi. Tu cites, et je voudrais en dire un mot, un truc sur l'auto-entreprise qui m'a vraiment fait réfléchir, parce que tu montres que, oui, comme tu l'as dit, certaines femmes, pour échapper un peu au rouleau compresseur du monde du travail, en tout cas du salariat, deviennent auto-entrepreneurs, que souvent ça vient avec de la précarisation, mais aussi que quand elles deviennent auto-entrepreneurs, si elles sont par exemple dans un couple hétéro, on va considérer que maintenant elles sont flexibles, donc en gros elles peuvent encore plus faire les courses et s'occuper des gosses, alors que les hommes qui deviennent auto-entrepreneurs, eux, on va dire, oh là là, attends, ils sont indépendants, ils ont quand même beaucoup qui reposent sur leurs épaules en tant qu'entrepreneurs, donc il ne faut surtout pas les déranger en leur demandant de garder les gosses. Ouais. C'est fou, ça m'a fascinée. Mais en fait, j'ai réalisé ça parce que l'hiver dernier, donc moi j'ai un enfant de 2 ans, donc il y a du vécu aussi, non, parce que moi mon conjoint est salarié et moi je suis indépendante, et bon, aussi clairement les premiers hivers, enfin c'est pas un sujet, mais la santé des jeunes enfants et la santé des jeunes parents, les premiers hivers, à l'eau, quoi. Enfin, on est tout le temps malade, on est tout le temps crevé, on dort pas bien. Enfin, il y a quand même aussi un sujet qui est
très très rarement adressé, je trouve. Mais bon, donc moi je me suis rendu compte qu'en fait sur décembre, janvier, entre les fêtes, les maladies, les poules et tout ça, tu vois, j'avais vraiment pu bosser que 2-3 semaines. Voilà, mais parce que la variable d'ajustement, c'est moi. Et du coup, je partageais ça en story sur Instagram en disant, c'est comme ça quand on est indépendant et que l'autre est salarié. Et en fait, j'ai pas mal de femmes qui m'ont écrit en me disant, moi, c'est l'inverse, en fait. Parce que je suis salariée et que j'ai de la sécurité de l'emploi et que je vais pas me faire virer pour ça, au pire, tu te feras un peu discriminer, mais basta. Et que mon conjoint, lui, tu te rends compte la charge qu'il a sur les épaules, de devoir trouver des clients, il peut pas s'absenter, il peut pas, voilà. Et c'est là où je me dis, mais en fait, même là-dedans, il y a des doubles standards, quoi. Et on n'est pas forcément égaux par rapport à la fatigue, par rapport au travail aussi. Moi, je me demande quand même très souvent, est-ce que le travail des femmes est une cause familiale au sein de leur foyer, au même titre que les hommes? C'est-à-dire qu'un homme qui va avoir une bonne opportunité professionnelle, ça peut être tout. Reprendre ses études, une promotion, un déménagement, une expatriation, ou voilà, n'importe. On va dire, génial, vas-y, on va s'arranger. Et il y a tout un écosystème autour qui bouge pour que, tu vois, tout soit en équilibre. Donc, ça va être une conjointe qui va peut-être faire un peu plus. Ça va être la famille, la grand-mère, la cousine, la sœur, qui vont être un peu plus mobilisées. Ça va être peut-être de l'investissement aussi dans plus de garde d'enfants ou autre. Voilà. Mais en tout cas, on va se mobiliser. Tandis que quand une femme a une bonne opportunité pour sa vie professionnelle, quelle qu'elle soit, on lui dit rarement on va se débrouiller. On lui dit comment tu vas faire. Mais ouais, c'est ça. Et c'est mais comment tu vas t'organiser, mais tu vas pas être trop fatiguée, mais du coup comment tu vas gérer, et on retombe dans ce truc de la Wonder Woman qui est censée tout faire toute seule, et d'un coup on passe du pluriel au singulier, et donc et si elle est plus fatiguée qu'avant, elle dit oui, mais du coup tu travailles beaucoup, peut-être que tu devrais moins et voilà, je trouve ça intéressant, et c'est pas forcément conscient, et c'est pas forcément un méchant conjoint qui veut nous exploiter, voilà, mais c'est des biais, c'est culturel, et naturellement, on trouve que voilà, la carrière d'une femme, quelle qu'elle soit, est plus ajustable que celle d'un homme. Après, il y a évidemment un pragmatisme économique du fait que dans 75% des couples, l'homme gagne le plus. Ouais. Et que, en plus, en période économique difficile, tu priorises le salaire le plus important. Tu montres aussi que si les femmes acceptent tout ça et se contorsionnent au travail sans broncher, en tout cas, une des hypothèses que tu poses, c'est aussi qu'on nous a fait croire qu'on venait d'arriver en quelque sorte dans le monde du travail, comme si en fait ça fait pas si longtemps que les femmes travaillaient. Or, ce que tu démontres avec des faits historiques, c'est au contraire que les femmes ont toujours travaillé. Bah oui, merci de revenir là-dessus. Tu disais tout à l'heure qu'en effet, je dis que les femmes sont comme en période d'essai perpétuel et doivent toujours faire leurs preuves. Et ça, c'est nourri par ce que j'appelle le mythe des débutantes. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on travaille depuis pas longtemps. On nous dit qu'on a vraiment commencé à travailler pendant la Première Guerre mondiale, quand les hommes étaient partis, il fallait les remplacer à l'usine. Et puis qu'après, on a été renvoyés gentiment à la maison. Et puis après, là, on travaille vraiment depuis les années 70. Donc, ça nourrit un récit où on est un peu novice. On ne sait pas trop. Tout ça, c'est nouveau pour nous. C'est normal. On se dépatouille. On apprend. Mais on progresse, c'est bien. Alors qu'en fait, la continuité, c'est qu'on a toujours travaillé, qu'on a toujours été sous-payé, que notre travail a toujours été minimisé et sous-estimé. Donc, on n'est pas sur un truc qui est récent et il faut encore quelques petites décennies et tout ira mieux. Parce qu'en fait, ça fait des siècles qu'on se fait arnaquer au travail aussi, quoi. Enfin, clairement, la partie sur l'histoire du travail des femmes, c'est celle qui m'a demandé le plus de travail, parce que j'ai découvert plein de choses, j'ai lu plein de livres, et Dieu merci, il y a des historiennes et des statisticiennes qui sont des femmes qui ont fait ce travail de recherche rigoureux et pas forcément évident, parce que même les statistiques sont politiques. Et cet exemple est assez parlant. Et c'est dans le livre de Margaret Marouani et Monique Méron, Un siècle du travail des femmes en France, qu'elles expliquent ça. En 1954, l'INSEE décide de changer de définition statistique du travailleuse agricole. C'est-à-dire qu'avant, on considérait que les membres d'une famille agricoles étaient des travailleurs agricoles, parce qu'on sait très bien que tu travailles, tu participes. Oui, les femmes d'agriculteurs sont pas les femmes d'agriculteurs, ce sont des agricultrices qui travaillent. Voilà. Donc ça, c'était comptabilisé comme ça avant. En 1954, on décide de poser la question aux gens, est-ce que vous vous définissez comme travailleurs, travailleuses? Et du coup, là, il y a plein de femmes qui se définissent pas comme agricultrices, mais comme femmes d'agriculteurs. Et du coup, c'est 1 million de femmes qui sortent de la population active. Et après, les statisticiens rétropolent, donc c'est-à-dire qu'ils relisent
les statistiques des décennies précédentes en fonction de cette nouvelle définition. Donc en fait, c'est des millions de femmes qui d'un coup sortent de l'histoire aussi. Et cette invisibilisation des femmes au travail, c'est-à-dire qu'elles ont toujours travaillé. Bon, je commence au Moyen-Âge, tu vois, mais même avant, mais voilà, elles étaient agricultrices, elles étaient commerçantes, c'est toutes les ouvrières de l'industrie textile qui étaient d'abord à la maison, parce que du coup, on donnait, tu vois, du coton, de la laine, et elles faisaient les choses à la maison, en plus du travail agricole, donc tu vois, elles travaillaient déjà plus que les hommes. Et après, évidemment, l'industrie textile s'est organisée dans des fabriques, dans des usines, et là, c'était aussi des femmes qui étaient exploitées, et souvent très jeunes. Il y avait même des internats industriels de jeunes filles dès 12 ans qui allaient là-bas, qui étaient surveillées par des bonnes sœurs, avec des rythmes de vie très, monastiques, quoi, où en plus on surveillait le contact avec le monde extérieur parce que le travail, c'était potentiellement une menace pour la bonne vertu des femmes, des filles. Donc, on avait besoin du travail des femmes, mais ce travail-là était moralisé. Beaucoup. Donc, il y a les ouvrières de l'industrie textile, il y a les institutrices, il y a évidemment tout le travail du soin qui était déjà fait par des femmes, des sages-femmes, des infirmières, les religieuses travaillaient aussi, les secrétaires, enfin, voilà. Et ce qui fait que, avant la Première Guerre mondiale, début du XXe siècle, un tiers de la population active, ce sont des femmes. Et en fait, dans les années 70, on est à 37%. Donc, je me dis, mais le moment où on nous dit qu'on a commencé à travailler le boom des et qu'on a la femmes, chance, c'est ça aussi. Vous avez la chance de travailler, donc venez pas rediscuter des termes du contrat derrière. Donc, on a la chance de travailler, ça fait pas longtemps. Vaut mieux faire profil bas et pas venir faire les difficiles parce que voilà, en plus on va toujours comparer avec d'autres pays où les femmes ont pas forcément autant de droits, mais ça vient renforcer, je trouve, un sentiment d'illégitimité de se dire j'ai de la chance, ma grand-mère elle travaillait pas forcément, alors que bon, peut-être elle travaillait gratuitement au foyer sans reconnaissance et que en fait les femmes ont toujours travaillé et que ça nous enlève une part de mérite dans la construction aussi de la croissance économique, du dynamisme, de la culture, de l'histoire. Enfin, c'est assez oui, criant. tu dis, sur les femmes pèse souvent le soupçon de l'inactivité et tu évoques le fameux mythe du salaire d'appoint, comme si finalement les femmes c'était juste un petit peu à la marge, alors que le travail des femmes, rémunéré ou pas, a nourri perpétuellement la richesse des hommes et d'une manière générale de la société. Bien sûr, les hommes n'auraient pas les carrières qu'ils ont et l'argent qu'ils ont sans le travail gratuit des femmes encore aujourd'hui. Et puis cette histoire de salaire d'appoint, on se dit bon, c'est un petit bonus. Oui, mais c'est moins que les hommes, mais c'est pas un bonus non nécessaire. C'était nécessaire. Pourquoi est-ce qu'on envoie des filles de 12 ans dans des internats industriels ? Parce qu'on a besoin de cet argent. Pourquoi est-ce qu'au moment d'un mariage, on regarde si elle sait faire des travaux pratiques, si elle pourra travailler, si du coup ce sera une bonne épouse ? Parce que ça peut être un revenu complémentaire, c'est que c'est déterminant aussi. Donc, nous faire croire que c'est... tu sais, c'est de l'argent de poche pour du shopping. C'est faux. C'est faux. Cet argent-là, il est nécessaire. Mais voilà, c'est plus un argument pour faire passer le travail des femmes secondaire par rapport au travail des hommes, en fait, quand il faut faire prioriser au sein d'un couple. Et tu montres aussi, puisqu'on parle de travail des femmes, que lorsque les femmes commencent à exercer tel ou tel métier, ça s'est dévalorisé, que en gros, ce qui fait la valeur d'un travail, c'est pas sa complexité, mais c'est le genre de personnes qui le font. Oui. Et tu donnes un exemple qui m'a fait exploser le cerveau, c'est les secrétaires. Les secrétaires, à partir du moment où c'est devenu un boulot féminin, on a pris ça vraiment pour des écervelés qui se mettent du vernis à ongles pendant qu'elles tapent 2-3 trucs sur une machine à écrire, alors qu'en fait, quand c'était des hommes qui le faisaient, et j'ai même appris en fait en lisant ton livre que des hommes ont fait ce métier, c'était considéré comme un métier, j'imagine, qu'on pourrait rapprocher de clerc de notaire ou un métier finalement... Un métier noble. Un métier noble, parce que proche de position de pouvoir. Et qu'en fait, quand il y a eu la bureaucratisation avec donc un besoin beaucoup plus grand de... expression que je déteste, petites mains, et c'est très souvent à ça que notre travail est renvoyé, là, du coup, ça s'est beaucoup plus féminisé et on a rendu... tout cet imaginaire de la secrétaire un peu plus bêta, quoi, en disant taper sur une machine, c'est comme le piano que vous faites à la maison, vous triez, vous rangez, c'est pas très compliqué, ça ressemble à ce que vous faites déjà dans la sphère domestique, quoi. Quand vous rangez des têtes d'ouvrier dans un tiroir, quoi.
Voilà, c'est pareil, évidemment. Et il y a un très bon documentaire de Michel Dominici, justement, là-dessus, sur l'homme créa la secrétaire, l'homme inventa la secrétaire, j'ai plus le nom exact, mais qui était diffusé cette année sur Arte. Si vous avez l'occasion de le voir, il est vraiment hyper éloquent, quoi. Et après, c'est compliqué de dire, parce que les femmes arrivent, la profession perd de sa valeur. Parfois, c'est parce que la profession perd de sa valeur que, du coup, il y a de la place pour des femmes. Oui, ça, c'est ce que tu dis. C'est qu'en fait, c'est pas tant que les hommes ont laissé de la place aux femmes, c'est que les femmes ont hérité des places que les hommes ne voulaient plus, parce qu'en gros, ils sont montés en grade, quoi. Les femmes n'ont jamais pris la place des hommes. Et c'est que depuis les quotas qu'en fait, ils vont perdre des opportunités. Ça, c'est quelle année, la loi sur les quotas ? Copé-Zimmermann, c'est 2011, si je dis pas de bêtises. Et après, il y a Rixin, donc il a élargi les quotas. Et c'est quand même marrant, quoi, parce qu'on voit la levée de bouclier de oui, mais du coup, sont-elles vraiment compétentes ? Est-ce que ça va pas niveler par le bas ? J'étais là, vachement sympa, merci. Et puis, c'est aussi une incapacité à se demander, mais là, dans un comex où il n'y a que des hommes de la même couleur de peau, de la même couleur de cheveux, qui sortent des mêmes écoles, est-ce que c'est vraiment les seules personnes au monde qui sont compétentes pour ce poste, ou est-ce qu'ils sont là pour d'autres raisons ? Oui, tu dis, on dit on pense que les femmes sont là parce qu'elles sont des femmes, mais en fait non, ce sont les hommes qui sont là parce qu'ils sont des hommes. Voilà, en fait, le monde du travail reproduit des privilèges. Et du coup, on n'est pas à des hauts postes forcément parce qu'on est le plus compétent. Je veux dire, c'est fou. Et je me rappelle, il y a un illustrateur américain qui avait fait ce dessin hyper parlant où on voit une table hyper longue avec que des hommes et une femme en face sur une chaise. Et il y a quelqu'un qui lui demande « Dites-nous ce que vous pouvez apporter à cette entreprise ». Et tu vois, il est vachement... Enfin, bon, alors c'est en anglais, mais vraiment, c'est hyper parlant. Et c'est dingue de se dire que des endroits où il y a une reproduction, un entre-soi, un effet boys club, ne se rendent pas compte que eux ne sont pas là forcément au nom de la compétence, mais au nom d'autre chose. Et c'est là, moi, je trouve que c'est intéressant parce que souvent, quand on parle d'égalité, de plus de transparence, de flexibilité, d'une meilleure conciliation, de plus de méritocratie aussi, donc des mesures qui vont favoriser l'égalité, à commencer par l'allongement d'un congé paternité, on nous dit c'est mignon, mais c'est pas viable. Économiquement, ça coûte trop cher, et puis le monde de l'entreprise, il faut travailler beaucoup, ça doit fonctionner comme ça, et ce sera pas viable économiquement. Alors qu'il y a je sais pas combien d'études qui démontrent que plus de mixité, plus de diversité, plus de flexibilité, c'est plus de performance. Puisqu'il faut toujours en revenir à cet argument de performance. Donc cet argument de viabilité économique, il est faux. Et du coup, par ce prétexte-là, le monde du travail entretient un autre système qui favorise, qui va servir autre chose que la viabilité économique. Et on pourrait même se dire qu'aujourd'hui, la façon dont le monde du travail fonctionne, c'est pas viable économiquement. Et ça coûte cher. La culture du présentéisme, ça coûte cher. Le fait de faire monter les gens, pas parce qu'ils sont les plus compétents, mais parce qu'ils savent mieux faire leur autopromotion, ça coûte cher. Sous-valoriser les métiers majoritairement féminins, ça coûte cher. Ça va nous coûter très cher. Parce que les métiers du soin, tous les métiers de la petite enfance, on a une pénurie, c'est des métiers en tension. Quand on n'aura plus personne dans les crèches, quand il n'y aura plus d'aides-soignantes pour les personnes âgées, ça va impacter tout le monde. C'est pas un sujet de femmes, c'est pas un sujet de l'égalité professionnelle, il faut aider les femmes à monter les marches et un peu cette attitude, je trouve assez condescendante et misérabiliste de les pauvres, elles sont pas très douées. Alors allez, on va faire un peu de discrimination positive. C'est pas ça. C'est vraiment des inégalités qui disent quelque chose de notre société et de sa grille de valeurs. Et qu'en fait, on va tous en subir les conséquences à un moment. Tu parles des crèches, des aides-soignantes, ça m'ouvre une porte vers la question de la pénibilité au travail. Tu évoques cette notion de pénibilité qui répond à certains critères et tu montres que là encore, les femmes se font un peu arnaquer. Je voudrais que tu expliques ce que c'est en fait la pénibilité et en quoi on se fait arnaquer. Alors, là, il faut introduire la notion de grille de classification. Donc là, tout le monde a envie de ne quittez pas cet épisode. Qui embête un peu, mais qui pourtant concerne tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les métiers, ils sont décrits, ils sont détaillés, ils sont classés dans des grilles de classification qui vont aider à déterminer leur valeur et leur rémunération. Et donc, dans ces grilles de classification, on voit les compétences requises, le niveau de diplôme, le niveau de responsabilité. On jauge aussi la participation à la performance de l'entreprise et la pénibilité. Et en fait, on voit que dans ces grilles de classification, les métiers où il y a majoritairement des femmes, ils sont sous-décrits. On ne parle pas de compétences, mais de qualité.
qu'on sous-estime les responsabilités. Enfin, on a une vision biaisée, en fait, dans toute cette grille de lecture du travail. Parce que, il y a aussi... Enfin, après, je sais pas si je rentre dans le détail, mais là où les métiers plus masculins, industriels, étaient très, très détaillés, très techniques, très cadrés, quand il y a eu l'explosion du salariat et des métiers plus de services, ça a été beaucoup plus flou, et c'est des métiers où il y a beaucoup de femmes. Donc, elles subissent aussi ça. Mais la pénibilité, du coup, elle est aussi biaisée. C'est-à-dire que, pour donner des exemples simples, un homme qui travaille dans une usine, il va pouvoir bénéficier du critère de pénibilité du bruit, qui va donc lui permettre d'avoir accès à une formation, une reconversion, ou de pouvoir travailler moins sans perdre ça. Voilà. Il y a des critères de pénibilité, mais on voit qu'en fait, ces critères de pénibilité, ils répondent peu aux contraintes liées au travail des femmes. Donc, le bruit pour un homme en usine, ça marche. Le bruit dans une crèche, c'est pas un facteur de pénibilité. Je défie quiconque de passer une semaine dans une crèche avec des enfants qui crient. L'exposition aux produits chimiques était un critère de pénibilité qui a été retiré parce qu'on considère que c'est trop difficile à évaluer. Mais ce qui fait que, du coup, des femmes de ménage qui travaillent de nuit, en plus, on sait que le travail de nuit plus l'exposition aux produits chimiques favorise le cancer du sein. Sauf que l'exposition aux produits chimiques n'est pas reconnue comme un critère de pénibilité. Et donc, les cancers du sein qui en découlent ne sont pas reconnus comme des maladies professionnelles. Là où, par exemple, le cancer de la prostate est reconnu comme une maladie professionnelle. Sur l'exposition aux produits chimiques, on pourrait penser aux coiffeurs aussi, qui sont souvent des coiffeuses d'ailleurs. Bah oui, enfin non, mais il y a plein de métiers en fait où ça s'applique. Et après, il y a aussi tout ce qui est, tout ce qui est de l'ordre des maladies plutôt psychiques, de dépression, de tout ce qui est de l'ordre du travail émotionnel n'est pas reconnu comme de la pénibilité et n'est pas traduit en maladie professionnelle. On va considérer que c'est des maladies à caractère professionnel, mais pas des maladies professionnelles. Et donc, c'est moins bien indemnisé ou il faut faire une démarche soi-même auprès de la sécurité sociale pour faire reconnaître ça comme une maladie professionnelle. Donc, par exemple, une aide-soignante qui a un port de charge, ça aussi pas reconnu comme un critère de pénibilité, mais qui porte des corps de personnes malades, âgées, ou pas âgées, mais voilà, des corps lourds, qui se confrontent à la mort, à la maladie, qui a tout un travail relationnel, émotionnel, parfois compliqué, qui doit masquer ses émotions, qui doit annoncer des mauvaises nouvelles, qui doit gérer la famille, qui doit entendre des remarques difficiles. Rien n'est reconnu comme de la pénibilité. Et donc, si, cette aide-soignante fait une dépression, un burn-out et tout, ce ne sera pas forcément reconnu comme une maladie professionnelle. Et donc, c'est là où la pénibilité des métiers majoritairement féminins, elle est sous-estimée. Et ces métiers féminins sont particulièrement durs, ce qui fait que beaucoup de femmes, pour continuer à pouvoir travailler, elles réduisent leur temps de travail. Donc en fait, pour faire un métier qui te rémunère mal, pour continuer à le faire, il faut travailler moins, donc être encore moins bien rémunéré. Tu citais des compétences relationnelles dont on a besoin, par exemple, quand on est soignante, l'écoute, l'empathie, le care, qui sont des compétences qu'on va considérer comme féminines parce que les femmes ont été socialisées à être dans le care et que de toute façon, quand elles ne le sont pas, elles sont socialement punies. Et tu montres que souvent, donc, ces qualités-là, on va les considérer comme des soft skills, des sortes de compétences douces. Et c'est un peu insultant quand on considère que ces compétences-là sont des soft skills. En fait, il y a un paradoxe parce que, alors déjà, ces compétences-là, de l'empathie, de l'écoute, du care, du relationnel, de savoir masquer ses émotions, on va pas considérer que c'est des compétences techniques. On va considérer que c'est des qualités humaines que tu as ou que tu n'as pas. Évidemment, quand tu es une femme, tu les as parce que tu es une femme et que tu es gentille. Et que tu es un être vertueux qui... Il y a aussi un truc un peu lié au sens de t'es mal payé, mais ton métier a du sens, c'est quand même un métier humain, c'est chouette, quoi. Et que c'est censé valoir comme une forme de compensation pour le salaire que t'as pas, quoi. Enfin, bref. Donc, il y a aussi tout un truc de bonne vertu des femmes via le travail. Enfin, bref. Mais je voulais dire autre chose, mais du coup, j'ai perdu mon truc. Oui, donc, compétences versus qualité. Mais après, sur les soft skills, ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que dans certains secteurs, milieu d'entreprise, bureau, grands groupes, tu as tout en ce moment un emballement pour les soft skills. On parle beaucoup des soft skills, donc en opposition aux hard skills, donc vraiment les compétences techniques, les trucs que tu apprends, genre coder, voilà. Et les soft skills, c'est en gros toutes les qualités humaines qui font que tu n'es pas un robot, quoi. Donc, l'empathie, l'écoute, la bienveillance, une bonne organisation, tout plein de choses que tu peux acquérir par juste l'expérience de la vie. Et il y a quand même un gros double standard parce que une femme qui s'arrête un peu de travailler
pour s'occuper de ses enfants. Aussi, il manque 230 000 places en crèche, hein, donc voilà, c'est pas que du choix. Quand elle revient se présenter à un recruteur et qu'il voit qu'elle n'a pas travaillé pendant 1-2 ans, on considère qu'elle a rien fait. On considère que c'est comme si elle s'était allongée sur son lit, qu'elle avait regardé le plafond sans bouger ses 10 doigts, tu vois, et que du coup, elle n'a pas travaillé, il n'y a rien fait, c'est un trou. C'est un trou dans un CV. Alors que, moi, j'aime bien dire, il n'y a pas plus soft skillé qu'une mère au foyer, qui sait gérer du budget, gérer des plannings, écouter des enfants qui sont pas toujours faciles, on le sait, qui sait être dans la pédagogie, dans l'empathie, dans la bienveillance, mais en même temps être dans le leadership et l'autorité. Enfin, tu vois, tout ça, en fait, tu peux le traduire très facilement en soft skills, mais ça, c'est pas reconnu. Par contre, tu prends Jean-Michel, qui prend 6 mois d'année sabbatique et qui va faire le tour du monde en voilier. Tu lui trouves 1 milliard de soft skills de visionnaire, audace, bon, voilà, magnifique. Donc, tu as aussi des doubles standards quand même assez forts, je trouve, liés à ça. Et c'est là où c'est injuste, c'est que tu vois que quand bien même tu comprends les règles du jeu, que tu te contorsionnes, que tu essaies de composer souvent, du coup, en sacrifiant certaines choses sur le plan personnel ou juste ton confort et ta santé mentale, quand bien même tu fais tout ça, tu n'es même pas sûr d'obtenir ce que tu mérites, parce qu'il y a tellement de doubles standards qui font que l'âge va être pénalisant pour les femmes, là où un homme passé 45 ans, c'est un expert, tu vois, alors qu'une femme, c'est une femme fatiguée qui doit céder la place. Si, admettons, on arrive quand même à un poste à responsabilité et tout, l'autorité d'une femme va être beaucoup plus questionnée que l'autorité d'un homme. On n'est pas égaux par rapport à la fatigue, on n'est même pas égaux quand on monte des entreprises. Ça, dans l'entrepreneuriat, c'est assez... moi, je m'appuie beaucoup sur le livre de Tatiana Jama, qui a donc cofondé le collectif Sista, qui dénonce justement les inégalités hommes-femmes au sein de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on dit aux femmes, osez, soyez ambitieuses et tout. Créer des boîtes, devenez CEO et tout. Mais quand elles le font, elles ont beaucoup plus de difficultés à lever des fonds. Et pas parce qu'elles ne demandent pas assez, mais parce qu'on leur donne moins. Parce qu'en face, c'est beaucoup des hommes qui sont justement dans des fonds d'investissement et tout, et qu'au final, c'est 2% des fonds capital risque qui sont investis dans des entreprises où il y a des femmes, tu vois. Donc, tu cites même un investisseur qui est assis sur plusieurs millions, voire milliards, qui dit mais pour avoir envie d'entreprendre, il faut avoir envie de répandre sa semence. Ouais, ça, c'est Tatiana Jama qui le cite dans son livre, quoi. Et tu dis, c'est quand même fou que quelqu'un qui ait autant de pouvoir décisionnaire, qui ait autant d'argent dans les mains, se fie à ça. Et elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elles font du coup tout un travail de plaidoyer en disant, mais en plus, les entreprises, il ne s'agit pas de faire de la philanthropie, les entreprises qui sont fondées ou co-dirigées par des femmes surperforment. Donc, si on est dans cet argument de la viabilité économique et de la performance, tous les feux sont verts, allez-y, investissez. Et que malgré ça, ça bloque. Et donc, on voit que c'est culturel aussi. Et qu'il y a, ah oui, mais bon, on a plus confiance dans une entreprise menée ou fondée par un homme, et qu'il y a aussi une forme d'entre-soi qui se reproduit. Donc, ces doubles standards à comportement égal, conséquences inégales selon que on soit un homme ou une femme. Donc, c'est là où, je veux dire, et moi, le déroulé du livre suit un peu aussi ma démarche depuis 10 ans sur le sujet. C'est-à-dire qu'au début, on est très dans l'empowerment, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les codes. Mais petit à petit, de toute façon, on comprend que le problème, c'est pas nous, c'est le monde du travail, et que même quand on essaie de se plier aux règles du jeu, ça ne marche pas parce qu'il y a une forme de mépris généralisé du féminin. Alors justement, c'est à la fin de ton livre que tu arrives quand même avec des solutions, et qui ne sont pas de dire forcément aux femmes changez-vous, changez votre énergie, habillez-vous comme ci ou ça. C'est autre chose, on en parle dans un instant. Dans cet épisode d'Encore Heureux, on se penche sur le monde du travail et notamment ce qu'il fait aux femmes avec Lucille Quillet. Donc tu l'as dit au début de l'épisode, toi tu t'es formée en tant que coach professionnel et puis tu t'es rendu compte, en tout cas tu t'as peut-être ajouté une couche dans ton analyse en te rendant compte que finalement, je te cite, tout comme la solution aux inégalités dans le couple hétéro n'est pas de déléguer à une nounou ou à une femme de ménage, la solution aux inégalités professionnelles n'est pas de travailler comme les hommes, n'est pas de demander aux femmes de se transformer, elle est ailleurs. Tu évoques plein de solutions très concrètes. En fait, j'aimerais bien que tu nous expliques. C'est tout le but de renverser la charge de l'égalité, c'est-à-dire
Au lieu de dire aux femmes déléguées à des nounous, aller dans des filières majoritairement masculines, moi, ça me fait un peu hurler, quoi, de dire pour lutter contre les inégalités de salaire, devenez ingénieur et informaticien plutôt que d'être infirmière et aide-soignante. Ouais, bah, vachement sympa, mais super pour les infirmières et les aides-soignantes. Ouais, très sympa. Et puis en plus, c'est des métiers dont on a besoin. Et surtout, on n'entend pas le discours inverse, parce qu'évidemment, on a besoin de mixité dans tous les secteurs, tous les métiers. Et oui, absolument. Mais il n'y a pas ce discours de l'autre côté. Donc, au lieu tu veux dire, il n'y aurait pas les hommes devenir infirmiers et aides-soignants aussi. Ouais. Tu vois, donc t'es là, oui, mais si demain on est tous ingénieurs et informaticiens, alors super, on va faire des algorithmes mixtes, mais en fait, il n'y aura personne pour soigner les gens. Donc, voilà, c'est un peu limité quand même. Donc, au lieu d'être dans ce discours de dire aux femmes, devenez des hommes, en gros, congelez vos ovocytes, déléguez à des nounous, allez dans les filières masculines, apprenez à négocier votre salaire, déchargez-vous de tout travail domestique et parental. En vrai, c'est au monde du travail de changer. C'est au monde du travail d'abandonner cette culture du présentéisme qui ne sert à rien. Je veux dire, il n'y a pas d'enjeu de perte de performance du fait de diminuer le temps de travail. Tu dis arrêter les réunions avant 9h30 et après 16h30. Voilà. Par exemple, il y en a qui passent à la semaine de 4 jours et en fait, ça tient. Ouais, en Islande notamment, tu dis que... Ouais, ils ont fait l'expérience et ils étaient plutôt contents. Dans les pays scandinaves, on voit que... Alors, on commence à travailler peut-être un peu plus tôt, mais on termine plus tôt. Et en fait, faire juste de la place au reste de la vie. Et c'est là où on peut même reconsidérer la définition du travail. Parce qu'aujourd'hui, on se dit le travail, c'est le contrat, le bulletin de salaire, c'est ce qui produit de la valeur. Mais il y a tellement de choses qui produisent de la valeur pour notre société, qui maintiennent son équilibre et qui ne sont pas considérées comme du travail. Et donc, si on réduit un peu, on repense la conciliation et le temps de travail classique, on dégage plus de temps pour d'autres tâches, pour la petite enfance, pour les danses. Et moi, j'aime bien amener cette réflexion-là pour le travail démocratique. Aujourd'hui, notre démocratie repose sur le travail gratuit de millions de gens. Qui créent des associations, qui font des pétitions, qui prennent le temps. Qui sont des lanceurs d'alerte, qui militent, qui sensibilisent, qui s'investissent et qui font remonter des informations à un niveau politique où là, en effet, c'est rémunéré. Des députés, des ministres. Mais je veux dire, la politique, c'est pas que ces gens-là. C'est aussi tout un tissu de gens bénévoles qui donnent leur temps parce que, par conviction ou par engagement. Et ça, notre démocratie en bénéficie. Et c'est pas forcément valorisé. Et donc, on nous dit qu'il faut s'engager, il faut s'informer, qu'il faut bien manger, qu'il faut faire du sport, qu'il faut bien dormir, qu'il faut s'occuper de ses enfants, qu'il faut s'occuper de ses parents. Et en même temps, on nous demande de travailler de 9h à 19h. Tu vois. Enfin, c'est un truc qui ne va pas. Donc déjà, repenser cette culture du présentéisme, repenser la culture de l'autopromotion pour plus valoriser une culture du résultat, se dire en fait, est-ce qu'on peut pas regarder plus qui travaille bien et récompenser les gens au mérite, quand même assez ce qui serait profitable à tout le monde. Changer aussi cette culture un peu très verticale du chef. Ça, c'est contre le syndrome du courtisan, de se dire en fait, est-ce qu'une bonne gouvernance, c'est pas avec une personne visionnaire à qui il faut obéir, plaire et brosser dans le sens du poil, mais se dire en fait, évidemment, il y aura peut-être quelqu'un qui va trancher. Alors après, il peut y avoir plusieurs personnes qui tranchent, faire des choses un peu plus collaboratives et participatives, mais dans une forme un peu plus horizontale de management, où on évite du coup l'entre-soi et le boys club. Revaloriser les métiers féminins, c'est évidemment bon pour la société. Arrêter des réunions trop tôt, trop tard, c'est évidemment bon pour la société aussi. Apporter plus de flexibilité, notamment par rapport à tout ce qui est santé vis-à-vis des femmes. Ça, c'est intéressant, c'est Florence Chaper, je la cite parce que c'est vraiment l'experte égalité pro de l'ANACT, donc l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, que j'ai interviewé dans le livre. Donc elle étudie tous les biais liés aux conditions de travail, à la pénibilité, au manque de reconnaissance de la valeur des métiers féminins. Et elle dit, mais en fait, tous ces problèmes de santé qui ne sont pas pris en compte, nous, on a le réflexe un peu de proposer un congé menstruel, quoi. De dire, du coup, faut renvoyer les femmes à la maison si elles ne correspondent pas au modèle neutre type. Elle dit, en fait, on peut être beaucoup plus créatif que ça et imaginer des aménagements de temps de travail, de tâches, de présence. Voilà. Après, il y a toujours une certaine mesure. On a beaucoup parlé du télétravail comme la solution magique. Tu as plein de métiers où tu télétravailles pas. Il faut être sur place et voilà, c'est comme ça. Mais quand même, d'être un peu plus créatif sur la flexibilité, évidemment, d'allonger le congé paternité. Tant que tu n'as pas un congé maternité et paternité qui se valent, deux parents ne se valent pas. Et ça va évidemment nourrir des discriminations en entreprise où du coup la paternité
va être plutôt faire office de promotion professionnellement parce qu'on va dire du coup c'est un homme qui a des responsabilités familiales, qui doit gagner le plus d'argent, donc on va le soutenir. C'est très inconscient, mais c'est quand même documenté et prouvé. Là où la maternité pour une femme, c'est 30% de perte de salaire sur le long terme et c'est des discriminations. Tu dis aussi tout simplement prendre la mère de famille monoparentale comme modèle de référence pour élaborer des politiques de ressources humaines. C'est vrai que quand tu le dis, ça paraît évident. C'est Laetitia Vito qui dit ça et qui a écrit un très bon livre d'ailleurs sur en finir avec la productivité, qui nous interroge même sur qu'est-ce qu'on considère être la productivité. Et tu vois, elle dit que la productivité officielle, le PIB, c'est ce qui va créer de la valeur marchande, mais pas de la valeur humaine et dans notre société. Donc typiquement, on va dire une infirmière, elle n'est pas bien payée parce que ça produit pas beaucoup. Oui, mais en fait, une infirmière, elle produit... Enfin voilà, donc ça, c'est intéressant. Et Laetitia dit en effet que si on repensait les politiques RH, pas en fonction d'un homme ultra disponible, mais en fonction d'une mère de famille monoparentale, ça permet d'avoir une autre grille de lecture de sa politique interne et des mesures RH qu'on propose aux salariés. Et si sa vie à elle est simplifiée, plus fluide, c'est que c'est bon. On est dans une bonne considération aussi de l'égalité et qu'on est dans une bonne flexibilité, quoi. Et donc ça, c'est intéressant de penser comme ça. Après, évidemment, on se dit c'est mignon, mais ça va coûter cher. Mais encore une fois, revenir à combien ça coûte aujourd'hui, tous ces biais dans le monde du travail qui bénéficient majoritairement aux hommes, mais pas à tous les hommes. Non plus. Quand je parle du syndrome du courtisan et tout, évidemment que pour un homme racisé, pour un homme homosexuel, c'est pas du tout évident non plus, parce qu'on ressemble pas, tu vois, Jean-Michel, cis hétéro, blanc. Donc même Jean-Michel, je veux dire, ça lui serait profitable, parce que par ailleurs, les hommes ont beaucoup d'injonctions sur le dos liées au travail. Et là-dessus, je recommande de lire le livre d'Aude Rivoal là-dessus, La fabrique des masculinités au travail, parce qu'on voit qu'en fait, là où les femmes peuvent définir leur identité par plusieurs dimensions, beaucoup par la maternité, la société attend ça d'elle, mais quand même dans plusieurs dimensions. Un homme, vous lui enlevez le travail, c'est plus un homme, quoi. C'est un assisté, c'est un boulet, il y a pas trop de demi-mesure, et même encore une fois, je reviens sur le congé paternité, mais 28 jours, c'est vraiment ne pas laisser de la place pour cette identité de père et ce rôle familial, qu'il soit autre que pourvoyeur de fonds, quoi. En fait, de la présence et de la qualité de la relation humaine. Donc, c'est aussi un monde du travail qui fait peser beaucoup d'injonctions sur les hommes et qui les limite, eux aussi. Je suis pas sûre qu'ils soient... Alors certes, ils gagnent plus d'argent, ils ont plus de pouvoir et d'autonomie. Je suis pas sûre qu'ils soient plus heureux pour autant. Tu sais, c'est marrant parce que ton livre tombe assez bien. Moi, ça fait quelques mois qu'il m'arrive de collaborer avec une association. Il y a uniquement des femmes qui travaillent, qui sont des femmes féministes, par ailleurs très sensibilisées aux questions, par exemple, d'antivalidisme, tu vois. Et en fait, tout à coup, je me suis retrouvée comme ça dans une expérience. Et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive de travailler avec des gens à qui je peux dire quand j'ai mes règles et que j'ai mal au ventre, j'ai mes règles et j'ai mal au ventre. Donc peut-être que là, je vais être un peu moins productive. Ouais. Elles peuvent faire la même chose. Il y a de la flexibilité horaire parce que certaines ont des enfants et puis parce que d'autres ont des sujets de vie, peu importe en fait. Et on se fait confiance. Et en fait, c'est l'une des structures professionnelles les plus efficaces que j'ai vues de ma vie. Ouais. Et en fait, c'est fou parce que je te lis et j'expérimente ça et je me dis, mais en fait, on a tellement de choses qu'on pourrait changer, on a tellement de choses à inventer, on a tellement... à expérimenter. Et c'est pas si compliqué parce qu'en fait, toutes les propositions que tu fais, c'est pas non plus ça demande pas franchement d'aller sur la lune, quoi. On n'est pas sur des trucs de fou, quoi. Non, et j'invente rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas... c'est des choses dont on a déjà entendu parler, quoi, mais c'est juste essayer de mettre en perspective ça et de renverser notre vision de l'égalité professionnelle et pas de demander aux femmes de courir, mais nous, de réinventer le monde du travail. Et ça peut sembler utopique, mais moi, je pense pas. Je pense que là, on est un peu en train de voir les limites aussi d'un modèle et que... Voilà. Et c'est bien d'avoir ce genre d'expérience où on se dit mais en fait ça marche comme ça. Mais tu vois, ça m'a fait, j'ai eu la chance il y a quelques années aussi de travailler au Québec, et par exemple au Québec, en tout cas dans le monde du travail où j'étais, tu vois, moi je porte pas de soutien-gorge, c'était pas un problème, personne m'en a jamais parlé. Enfin, tu vois, je pense que sur certains enjeux féministes ou un rapport au corps, on est quand même un petit peu en avance par rapport à la France. Et quand je suis revenue en France, tout à coup je me suis sentie hyper mal sans soutien-gorge dans le monde du travail. J'avais l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps. Là c'est pareil en fait. Donc voilà, c'est quand on a l'occasion, l'opportunité, le privilège aussi de faire un pas de
côté qu'on se rend compte de l'énormité finalement du monde dans lequel on vit. Je voudrais conclure, comme tu conclus dans ton livre, parce que ça m'a fait du bien de lire ça. Tu dis, nous avons assez donné, le temps de la récolte est venu. Ouais. Et en fait, j'adore. Enfin, tu crois, tu penses qu'on va... Pas demain. Tu penses qu'on va assister à une révolution au travail ? Non, pas dans l'immédiat. Moi, le but du livre, c'était de susciter de la colère. Mais comme c'est à chaque fois, en fait... ça a marché. Et même, je suis ravie, voilà. Désolée pour le... Je parle d'une colère saine, parce que c'est juste... Moi, je trouve qu'il y a du soulagement, une forme de soulagement, dans le fait de remettre les choses en perspective et de se dire « Ah oui, le problème, c'est pas moi ». Et c'est marrant, parce que dans le coaching, il y a la notion de responsabilité, qui est une notion hyper importante, où je peux reconnaître ma responsabilité, mais aussi la responsabilité de tout le contexte systémique et tout. Et en plus, du coup, ça n'empêche pas de... Justement, moi, j'aime bien même, tu vois, quand je fais du coaching, inclure cette dimension systémique dedans, parce que ça vient le nourrir. Et de remettre les choses... chacun a sa part de responsabilité, mais quand même, quoi. Regardons le monde dans lequel on est pour remettre les choses à leur place. Et donc, une colère saine, c'est se dire, mais en fait, ce que je considérais comme normal, et là où je prenais sur mes épaules énormément, en fait, ça ne l'est pas. Et c'est pas ma faute. Et je pense qu'il y a une forme de soulagement là-dedans. Après, évidemment, il y a une forme de colère, de se dire, c'est hyper injuste et tout. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Ça va pas changer du jour au lendemain. Mais déjà, de prendre conscience de ça, de s'en parler collectivement, d'arrêter de s'excuser au travail. Je veux dire, c'est quand même fou qu'aujourd'hui encore, les femmes annoncent leur grossesse en s'excusant, quoi. Désolée, ça va être pénible. Mais un manager est payé pour gérer ce genre de choses, en fait. Donnez-lui une occasion de bien faire son travail. Donc, moi, c'était plutôt ça, de se dire, mais en fait, est-ce qu'on peut pas, nous, un peu lever le pied et le temps de la récolte est venu. Je sais que ça n'arrivera pas demain et qu'il n'y a pas de baguette magique, mais c'est juste venir nourrir ce sentiment de légitimité, de se dire en fait ça suffit, quoi. Et il y a quand même quelque chose de systémique qui est bien plus responsable que moi, le fait de ne pas avoir su m'affirmer lors d'une réunion ou de ne pas avoir choisi la bonne orientation, quoi. C'est hyper culpabilisant. En fait, le but premier, c'était d'arrêter de culpabiliser, je crois, pour les femmes. Merci beaucoup, Lucille Quillet. Merci. Chers auditeurs, on se retrouve sur Instagram, @EncoreHeureusPodcast, sur binge.audio. Soutenez-nous, abonnez-vous à Encore Heureux, mettez-nous 5 étoiles et plein de commentaires sur votre application de podcast. L'émission a été réalisée par Jude Rigaud et produite par Charlotte Bex et Marie Foulon. À bientôt.